Bonjour tout le monde. Donc, on va attendre encore une toute petite minute avant de démarrer. Et après, ben, on démarrera cette session. Donc, aujourd'hui, le thème du webinaire d'aujourd'hui, donc c'est le 7e qu'on fait en à peu près un an et demi. Il est sur le déploiement des systèmes d'autoconsommation. Donc, on fait vraiment un focus sur le déploiement. Donc, on va attendre encore une petite minute que tout le monde se connecte et après, c'est parti. Ok, 13 h, je vais enlever la caméra et je vais partager la présentation. Donc, on a la présentation qui est en place. Si vous pouvez me confirmer que vous voyez la présentation, et comme ça, on va débuter la présentation. Allez, c'est parti alors. Donc, des projets d'autoconsommation collective. Donc, voilà, le déploiement de ces projets en autoconsommation. La présentation, on va partir sur 3 points. On va reprendre les principes d'autoconsommation collective. Il y aura un petit peu de redite là sur cette première section. On essaiera d'aller assez vite pour les initiés. Après, on fera un peu une démo de notre outil, de comment on déploie les opérations pour voir un peu le parcours utilisateur. Donc, ça va être vraiment ça le focus de la journée. Et après, on passera sur des questions-réponses diverses autour de l'autoconsommation et du déploiement. Donc déjà, sur le principe de l'autoconsommation collective aujourd'hui, donc pour l'autoconsommation individuelle qu'on connaît bien aujourd'hui, elle repose sur un flux physique de l'électricité. Donc c'est physiquement, vous êtes raccordés sur le même tableau. Alors que l'autoconsommation multi-compteur, qui est dite collective dans beaucoup de pays du monde, elle repose sur une technologie de sous-comptage numérique qui est permise par les compteurs communicants. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en fait, quand vous avez un compteur où vous injectez du surplus, vous allez déclarer comme quoi d'autres compteurs de consommation sont juste après, en fait, si vous voulez. Donc, c'est vraiment ça. C'est pour ça qu'on appelle ça une technologie de sous-comptage numérique, parce que c'est vraiment un principe de comme si on avait des sous-compteurs physiques, sauf que là, ils sont pas disposés juste en sortie. Donc, c'est vraiment ça la technologie qu'on utilise, et Enedis est avancé sur le sujet par rapport à d'autres partenaires européens. Donc, c'est un gros avantage pour nous sur le secteur France. Cette technologie, elle permet avant tout de répondre à 2 points particuliers. Le premier, c'est qu'elle permet de maximiser l'autoconsommation en utilisant plusieurs compteurs de consommation. Donc ça, c'est un point qui est très important, hein. Souvent, l'autoconsommation, on veut l'optimiser en ajoutant du stockage. On veut l'optimiser en décalant des usages. Il y a quand même un premier levier qui est très facilement accessible, c'est on augmente la consommation, et pour augmenter la consommation, on ajoute plusieurs compteurs dans un même périmètre. Le deuxième point qui est très intéressant à travers l'autoconsommation collective, c'est qu'elle fixe un cadre pour vendre l'électricité entre le producteur et le consommateur quand ils sont des personnes différentes. C'est-à-dire qu'en fait, l'autoconsommation collective, elle va au-delà de l'autoconsommation multi-compteur, puisqu'en fait, elle vous permet, si vous voulez, par exemple, si c'est votre voisin, donc ce n'est pas vous, le deuxième compteur ne vous appartient pas, elle vous permet de fixer un cadre pour vendre cette électricité-là. Donc, c'est vraiment les deux points clés que permet l'autoconsommation collective. Maximiser l'autoconsommation avec du multi-compteur, et 2, fixer un cadre pour vendre de l'électricité. Donc, pour ça, sur le principe, on distingue 2 types d'installations en général. On a des installations de ce type-là. Donc là, en l'occurrence, sur ce schéma-là, on est en injection de surplus. Donc, on a bien le solaire ici qui est autoconsommé sur ce bâtiment-là. Et on a l'injection qui va partir sur le réseau. Et quand il n'y a pas assez, il y a le soutirage qui va venir. Sur un compteur de ce type-là, qu'il soit existant ou nouvellement créé, on va pouvoir ajouter d'autres compteurs en soutirage.
Donc, typiquement, dans cet exemple-là, on a 2 autres bâtiments à côté. Le surplus de ce premier bâtiment, on va l'affecter, grâce à cette technologie de sous-comptage, aux autres bâtiments. Et donc, ils vont économiser de l'énergie sur leur facture. Et donc, sur leur facture, comment ça va se matérialiser, hein? Sur ces nouveaux clients-là, en fait, sur leur facture de leur fournisseur d'énergie, ils auront désormais 2 lignes. Une ligne où ils payeront le coût complet de l'électricité, donc ils ont payé à leur fournisseur, et une deuxième ligne où ils ne payeront que l'acheminement. Et enfin, si on a de l'électricité résiduelle, là, dans la plupart des cas, on vend le surplus à EDF-OA, comme on aurait vendu le surplus à EDF-OA dans le premier cas, simplement que le volume qui est envoyé à EDF-OA, il va être fortement réduit de par l'autoconsommation de ces bâtiments-là. Donc ce schéma, il est très intéressant. Pourquoi? Parce que sur ce type d'installation au niveau tarifaire, pour des schémas sous EDF-OA, on a une prime à l'autoconsommation. On a malheureusement un surplus qui est quand même faible, hein, qui est aujourd'hui sur des segments, on va dire 900, entre 0,9 on a 4 centimes, entre 9 et 100 on a 7,61. Là, en fait, ce surplus-là, vous allez le réduire fortement, quoi. Donc typiquement des communes, des gros bâtiments avec plusieurs compteurs, c'est souvent ce schéma-là qu'ils appliquent. En revanche, il ne faut pas oublier qu'on a une deuxième possibilité, et ça, nous, on le retrouve souvent dans les études, les gens ils l'oublient souvent, c'est qu'un compteur qui est en injection de la totalité, donc ce compteur en injection de la totalité, dans la plupart des cas, les gens vont le mettre en vente totale. Un compteur-là, pareil, hein, que ce soit un compteur nouvellement créé ou un compteur existant, on va pouvoir le passer en autoconsommation collective en ajoutant d'autres compteurs. Et dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est que le surplus que vous avez ici, que vous envoyez à EDF-OA, il est rémunéré au tarif d'injection de la totalité, donc au tarif de la vente totale. Donc, par rapport au schéma d'injection de surplus, ce schéma-là, il est intéressant. Il a un désavantage, c'est que vous n'avez pas de prime à l'autoconsommation ici. En revanche, il est intéressant parce que le prix de valorisation d'énergie, il est supérieur, il a un meilleur tarif. Donc souvent, ce schéma-là, on l'utilise dans 2 cas précis. Le premier, c'est quand le compteur d'injection, on ne peut pas le mettre sur le bâtiment parce qu'il y a un écart de production, hein. Typiquement, sur les sites agricoles, on retrouve souvent ça, hein. On a un site ici avec un compteur en 250 kVA alors qu'on a des bâtiments qui sont en 18 ou en 36 kVA. Et donc souvent, le deuxième point où on retrouve souvent ce type de schéma, c'est quand le taux d'autoconsommation est relativement faible. Vous voyez, si on sait qu'on va autoconsommer qu'une quinzaine de pourcents, ce schéma-là, il a un intérêt, c'est que le surplus ultime que vous avez à EDF-OA, il a un bon tarif. Donc, c'est les 2 schémas de base. Donc là, ici, vous voyez, on parle vraiment d'autoconsommation. Maintenant, si le producteur et le consommateur sont des personnes différentes, en fait, le schéma, il va être, donc on voit, il est identique, hein. D'un point de vue affectation d'énergie, il est identique. En revanche, on va ajouter une couche. On va ajouter quoi? On va ajouter en fait une transaction financière, enfin en tout cas un contrat et une transaction financière entre le consommateur d'un côté et le producteur de l'autre. Et donc en parallèle de l'échange d'énergie, on va avoir un transfert d'argent. Donc ça, c'est ce que permet l'autoconsommation collective, c'est de fixer ce cadre-là, même si le contrat ne fait pas partie des prérogatives, puisque c'est un contrat privé, enfin, en tout cas un contrat de droit privé entre le producteur et le consommateur. Donc voilà sur les principes de cette autoconsommation collective. Donc dans les éléments qu'on peut se rappeler par rapport à ça, ça va être, alors je le mettais ici, hein, donc les 2 rappels importants, c'est on peut autoconsommer multi-compteurs si on a la même personne. Si on est des personnes différentes, on peut mettre en place l'échange d'argent. Et ça, du coup, on le retrouve souvent dans ce schéma-là que j'ai mis en dessous. Quand on mixe les 2, on a souvent un mode de partage qu'on appelle prioritaire et égalitaire. Donc ça, c'est pareil, c'est un rappel, mais c'est ce qu'on trouve, nous, dans la plupart des opérations. On met beaucoup de modes de répartition de ce type-là qui sont assez classiques. Donc, qu'est-ce que c'est ce mode de répartition? Ici, typiquement, sur l'école, par exemple, dans cet exemple-là, l'école est prioritaire, puisque c'est de l'autoconsommation individuelle. En revanche, on va d'abord affecter à la mairie, ici, ce qu'on appelle un compteur prioritaire. Et en général, le compteur prioritaire, c'est un compteur qui appartient au producteur, c'est souvent comme ça. Et après, on a des compteurs, ce qu'on appelle égalitaires, donc là, on voit PME1 et PME2,
qui sont des compteurs de tiers à qui on vend de l'électricité. Et donc, nous, dans le système logiciel qu'on a, le mode de répartition, pour le renseigner, c'est extrêmement simple, hein. Vous mettez des numéros. Donc là, typiquement, on a mis 1, 2, 2. Donc, ça signifie que, bon, celui-là, il est prioritaire naturellement, c'est l'autoconsommation individuelle, mais la mairie qui a le chiffre 1, elle sera d'abord servie. Et après, la PME1 et la PME2, elles ont tous les deux la même numérotation. Donc, elles seront servies de manière égalitaire avant d'envoyer à EDF. Qu'est-ce que ça signifie égalitaire? Ça signifie qu'on leur propose la même quantité d'énergie. Donc voilà, imaginez là, j'ai 100 en sortie. On va proposer 50-50. Si la PME2, par exemple, elle n'arrive pas à autoconsommer ce 50, qu'elle autoconsomme que 40, le 10 résiduel, au lieu de l'envoyer à EDF-OA, on va d'abord le proposer à la PME2 avant de l'envoyer à EDF-OA. Donc ce schéma-là, il a un gros avantage, c'est qu'on propose la même chose, mais il maximise aussi l'autoconsommation. On pourra y revenir sur ça, mais rappelez-vous que le mode prioritaire égalitaire, avec simplement une numérotation, hein, c'est vraiment le schéma standard de répartition qui est très simple, que vous pouvez expliquer rapidement et qui permet de déployer très facilement des opérations. Donc, le rappel global pour ces opérations et sur les principes. Donc, on peut avoir des raccordements en injection de surplus ou en injection totale, à ne pas confondre avec vente totale. Souvent, on parle de vente totale, injection totale, on confond un peu ces deux termes. Le raccordement, il est en injection de surplus ou en injection totale, et on peut faire de la vente de surplus classique, de la vente totale, mais également de l'autoconsommation collective dans ce schéma de raccordement-là. Le deuxième point à se rappeler, c'est que les centrales existantes et les nouvelles centrales sont compatibles. Donc, c'est vrai pour tout ce qui est S21. C'est compatible avec du stockage batterie. C'est compatible avec des membres d'opération qui peuvent être la même personne ou des personnes différentes. Et le point qui est très intéressant et aujourd'hui, c'est que souvent, aujourd'hui, on utilise de plus en plus EDF-OA comme une sécurisation du revenu, on va dire un peu ultime, sachant que le gros de la valorisation, on va le faire en autoconsommation. Donc après ce rappel de tous ces principes-là, on va passer à une démo pour le déploiement. Donc voilà, on a vu, là on a vu sur cet exemple les principes, etc. Maintenant, on va prendre un cas un peu concret qu'on retrouve souvent, on en retrouve beaucoup en ce moment, c'est les communes. Donc on a choisi ce cas-là aujourd'hui. Donc on va faire une opération ouverte sur une commune. Donc là, qu'est-ce qu'on voit sur ce site-là? Donc la mairie a investi sur un système solaire, donc en autoconsommation individuelle. Donc c'est le premier site qu'on voit ici. Elle a 4 autres sites qui sont des sites consommateurs qui lui appartiennent, donc les sites qu'on voit ici en bleu. Et elle a un site de consommation externe. Pourquoi? Ça, c'est pareil, hein, dans les communes, c'est classique. C'est d'abord, ils veulent autoconsommer sur les bâtiments de la mairie. Et si jamais ils ont du surplus, ils sont intéressés par le donner, enfin, en tout cas par le vendre typiquement à des commerces, de la commune. Donc ça, schéma classique. Donc dans ce schéma classique-là, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que vous, en tant qu'installateur, qu'est-ce que vous allez demander? Qu'est-ce qu'on va demander pour créer cette opération? Là, je ne parle pas de la phase étude, etc. Je vais vraiment au déploiement, au moment où on va déployer. En fait, ce qu'on va vous demander, nous, on va vous envoyer un petit fichier, on va vous demander le nom, prénom, email, le numéro de téléphone de la personne qui sera signataire. Donc typiquement, sur une commune, c'est soit le maire sur les petites communes, soit le responsable technique. On va demander donc les coordonnées, mais à la fois email et téléphone pour la signature digitale. On va vous demander les points de livraison, donc les numéros de compteur. Et pour chaque numéro de compteur, on va vous demander un nom, un nom de compteur, que ce soit pour la production ou la consommation. On va vous demander le mode de répartition de l'énergie, donc c'est ce qu'on a vu juste avant, hein, le côté prioritaire égalitaire. Et s'il y a une vente, on va vous demander les conditions. Donc là, typiquement, dans cet exemple-là, on a vendu à 10 centimes du kilowattheure, fixe sur 5 ans. Donc, une fois qu'on a fait ça, que vous nous avez donné ces informations, nous, on va saisir ces informations-là. On va saisir ces informations-là et typiquement, ça va envoyer un email au signataire typiquement de la commune, en l'occurrence, au responsable technique.
il va recevoir un email avec un lien sur lequel il peut se connecter. Le lien, il va l'emmener ici. Donc, c'est ce qu'on voit sur... donc, j'ai changé d'onglet. Hein, donc là, on est dans l'environnement boîte. Il va arriver ici. Donc, il aura son email, son mot de passe. Il pourra se connecter. À ce moment-là, quand il va se connecter, il n'a pas d'opération active. D'accord? Donc, il n'a pas d'opération active. Donc, comme il n'a pas d'opération active, il rentre dans le formulaire, ce qu'on appelle démarche. Il va directement arriver ici. Il va arriver directement ici avec mes démarches. Toutes les informations que vous avez fournies, vous, en tant qu'installateur, en tant que développeur de cette opération, elles seront déjà saisies dans l'environnement. Et donc, lui, on va lui demander de vérifier ça. Donc, il va arriver, il va voir ses informations personnelles, il va pouvoir les ouvrir, il va voir que, bon, voilà, il a coché, je suis une collectivité locale, la dénomination, SIRET, forme juridique, l'adresse, le nom, prénom de la personne signataire, numéro de téléphone, etc. Et il doit accepter que les données soient opérées. Donc ça, c'est les informations personnelles. Donc il va les vérifier et le cas échéant, il peut les corriger. Donc nous, c'est important, on a mis en place ce système-là, ce qu'on appelle un système nous asynchrone, c'est-à-dire qu'à la fois boîte et le participant peuvent modifier les informations pour faire en sorte qu'elles soient validées et justes. Donc ça, c'est les coordonnées. C'est le premier set d'informations qu'on va lui demander. Donc vous voyez, cet aspect-là, pas très long. Le deuxième point, quand on aura la déclaration, il aura déclaré ses compteurs. Donc les compteurs, il aura déclaré des compteurs de consommation, il aura déclaré des compteurs de production. Donc là, vous vous apercevez que, typiquement, il n'y a bien que ces compteurs à lui. Là, typiquement, le compteur, le site externe, il n'y est pas. Il y a ces 4 compteurs de la mairie, et il y a le compteur en tant que consommateur, et il y a le compteur de la mairie en tant que producteur, qui est celui de l'école. Et donc, pour chaque compteur de consommation, on va lui demander des informations assez basiques. Il faudra un petit nom, typologie de consommateur, la puissance en soutirage, c'est à titre informatif, on la met, mais c'est à titre informatif. Le numéro de PRM, ou PDL, PRM ou PDL, l'adresse du compteur, et on va lui demander de valider ça. Il va valider ça donc pour chaque compteur. Chaque compteur, vous allez avoir les mêmes informations. Une fois qu'il aura validé ses compteurs de consommation, il devra également valider ses compteurs de production. Donc, au niveau des compteurs de production, on retrouvera, pareil, le nom, on précisera la centrale de production, le numéro de PRM, la puissance du générateur, l'adresse. Et là, on lui demandera 2 documents. On lui demandera de déposer le consuel de ce site-là. Bon, si nous, on ne l'a pas déjà fait. Hein. Souvent, si le site est déjà en production, on l'aura déjà déposé. Et on lui demandera de déposer ce qu'on appelle un ARP. Donc ça, c'est uniquement quand des projets ne sont pas en obligation d'achat, EDF aura. Donc là, dans beaucoup de cas, on n'a pas ce document-là. Mais si jamais vous avez, par exemple, une petite centrale au sol qui est hors obligation d'achat, il y a un document complémentaire à déposer qui est fourni par l'acheteur du surplus ultime dans le cadre de l'opération. Et donc, une fois qu'il a fait ça et qu'il a tout complété, donc vous voyez, il y a des petites cases cochées. Hein, vous voyez, il y a vert, rouge, jaune, ça veut dire qu'il a des choses à faire. Donc là, c'est toutes des informations qu'il aura à saisir ou à déposer des documents. Le troisième, donc coordonnées, informations sur les compteurs, le troisième élément qu'il va devoir saisir, ce sont les signatures. Donc là, dans ce cas-là, il va signer 3 documents. Le premier, il va signer une adhésion à la PMO, donc c'est une PMO qui s'appelle NoWatt, qui est gérée par boîte. Et donc, il va signer cette adhésion. Là, le gros avantage dans ce cas-là, hein, donc ce n'est pas obligatoire ça, hein, on l'a coché, mais ce n'est pas obligatoire. Si vous avez quelqu'un qui a déjà une PMO, il peut l'utiliser, il n'y a pas de souci. Mais si jamais il n'a pas utilisé la PMO, le gros avantage de la PMO à boîte, hein, c'est ce que je vous affiche là sous les yeux, c'est que nous, notre PMO, déjà, il n'y a pas de PMO à créer.
Donc, vous l'avez immédiatement. Donc, vous pouvez le créer. L'opération peut démarrer très vite. Et nous, qu'est-ce qu'elle fait, cette PMO? Voilà, on a noté ici quels sont les rôles. Nous, ce qu'on va gérer, c'est on va gérer la communication avec Enedis. Si jamais il y a des compteurs communicants qui ne fonctionnent plus ou des choses comme ça, ben, on fera le nécessaire. On va vérifier que l'échange de données avec les fournisseurs d'énergie ou avec les acheteurs de surplus comme EDF soit bon, etc. Donc, on dit, nous, qu'on gère toute la paperasse un peu technique de la PMO. Qu'est-ce que va gérer le client? Donc, typiquement, si on est en patrimonial, le client, il va devoir choisir le mode de répartition. Il va devoir choisir qui il enlève ou qui il ajoute comme compteur. Et si jamais on est sur une opération qui est ouverte, en fait, c'est le contrat de vente d'électricité qui va définir ces règles-là que nous, on va appliquer en tant que boîte. C'est-à-dire que le mode de répartition en vente locale et les entrées et sorties, ces deux aspects-là, ils seront notés dans le contrat de vente d'électricité. Donc, en gros, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'un consommateur qui arrive, qui a dit « Ok, j'achète l'électricité, je m'engage à acheter à tel prix sur 5 ans », si demain, il a 3 consommateurs qui deviennent prioritaires par rapport à lui, ça va rendre le contrat de consommation, le contrat de vente d'électricité caduque et on demandera de nouveau à le signer. Donc, c'est ça que ça va mettre en opération. Et dans ce cadre-là, bah, du coup, nous, notre PMO délégué, elle permet ça. Donc, vous voyez que par rapport à la définition de la PMO un peu classique, nous, on a souhaité séparer les fonctions. Donc, tout ce qui est fonction un peu de gouvernance, ben forcément, elles sont gérées soit par le client en direct, soit elles sont cadrées dans le contrat de vente. Et tout ce qui est fonctionnalité un peu plus technique, on va dire back-office, etc., nous, on le gère de notre côté pour le compte du client pour qu'il n'ait pas à se soucier de ça. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est cette adhésion à la PMO. Donc là, si je ne vais pas lancer le processus, mais si je clique ici, ça ouvre une signature de PDF où vous cliquez, ça vous envoie le SMS, enfin voilà, le truc classique pour l'adhésion à la PMO. On a un deuxième document qui est nécessaire à signer, qui est le mandat Enedis. Donc, le mandat Enedis, qu'est-ce que c'est? Le mandat Enedis, c'est pour l'accès aux données. Ça définit en fait le fait que HubWatt a le droit de traiter les données tous les mois et faire ça. Donc, ça, pareil, ça s'ouvre, signature PDF et c'est coché vert et ça peut donner suite à l'opération. Et le dernier document que ça va ouvrir, donc ça, il est vrai quand il y aura deux personnes, et il apparaîtra pas en vert tant que les deux parties n'ont pas signé, c'est le contrat de vente d'électricité. Ce contrat de vente d'électricité, bah là, typiquement, donc, si je le signe pareil, ça va apposer ma signature numérique et ça va attendre que le consommateur il ait signé. Une fois que tout est coché ici, ce consommateur-là, typiquement, il va pouvoir venir ici et se reconnecter sur ce même lien pour voir l'avancée. Donc, il pourra voir si le contrat de vente il est signé ou pas, même s'il y a certaines alertes email qui vont le remonter, mais en tout cas, il pourra surveiller ça. Et au niveau de la création avec Enedis, il a un deuxième onglet qui est assez basique, hein, qui reprend est-ce que les renseignements sont tous saisis ou pas. Donc là, on voit qu'il en manque encore quelques-uns. Et du coup, il aura l'information si les autres participants n'ont pas signé. Il aura un onglet qui est coché quand l'opération a été déclarée à Enedis, quand on a récupéré un numéro d'opération, qui est en général l'étape d'après, quand la convention d'autoconsommation est signée, et puis également quand on va être en phase de démarrage. Une fois que ça sera avancé, hein, donc vous voyez là, je veux revenir sur la saisie via boîte. Hein, on voit que ça peut être très, très, très rapide pour un client. Hein. Nous, on a des clients, ils saisissent ça, ils le vérifient en 15 minutes. C'est ça l'ordre de grandeur. Après, il faut savoir que la démarche Enedis, donc elle est plus ou moins longue selon les zones géographiques. Hein. Elle dure aujourd'hui, nous, une opération rapide, elle dure à peu près 1 mois et demi avant d'être mise en service. Je ne parle pas du raccord dans la centrale, hein, je parle une fois que la centrale elle est raccordée physiquement. Hein, c'est ça, une opération qui est un peu plus longue, c'est quelques mois. C'est ça les ordres de grandeur. Et donc,
le client, une fois qu'il aura fait ça, donc je vais passer à l'onglet d'après, il va accéder à une deuxième phase sur son opération. Quand il va venir se connecter, il aura désormais, donc son inscription sera opérationnelle, donc il aura désormais accès à son opération. Donc il va se connecter, une fois que ça aura commencé, que l'opération aura avancé, il aura accès à cet écran-là. Donc là, il y a quelques boutons en plus qu'on voit parce que je suis connecté en tant que boîte, hein, mais il a à peu près ça, quelques boutons près en moins. Il retrouvera le mode de partage. Donc là, typiquement, il verra que ses compteurs à lui, stade, salle des fêtes, mairie, local technique, sont bien prioritaires, elles sont en numéro 1. Que la boulangerie à laquelle il vend l'électricité, elle sera en numéro 2. Donc ça, il le voit dans le mode de partage. En revanche, il ne peut pas le modifier, hein. Là, c'est parce que je connectais en boîte qu'on voit ça. Il verra les producteurs, donc il verra son producteur 36. Là, il n'y a pas de date de début. On voit qu'il est déconnecté, que l'opération n'est pas en marche. Dès que Enedis nous fournira une date, elle apparaîtra automatiquement ici, la date de début de l'opération, et le client pourra voir à quelle date est prévu le démarrage. Et ça, cette information qui remonte, elle remonte via les API informatiques de Enedis avec lesquels on est connecté. Donc, c'est très pratique. Il verra également sur la partie consommateur, et donc ça pourra être vu à la fois pour lui en tant que consommateur pour ses compteurs à lui, mais également pour les consommateurs externes, donc typiquement la boulangerie. Et après, évidemment, au cours de l'opération, il pourra voir les statistiques, ce qui a été produit, autoconsommé, par quel compteur, etc. Donc, c'est vraiment ça le parcours. Et donc, vous voyez, on a vraiment deux démarches. On a la première démarche où il se connecte, il n'a que l'onglet ici démarche pour s'inscrire, où il doit compléter des informations. Et dès que l'opération elle sera plus avancée, il accédera à cette interface qui, au début, sera plutôt vide, hein, puisque les données ne seront pas encore remontées. L'étape d'après, c'est qu'il verra apparaître des dates de démarrage, donc il aura la date de démarrage officielle. Et après, une fois que ça commencera, l'opération sera en route, il verra le fait que tout le monde est connecté, donc ça apparaîtra tout vert, et les données d'opération vont venir peupler la base de données au cours de tous les mois, hein, en fait, comme en autoconsommation collective. Tous les mois, au pas de temps de 15 minutes, on pourra voir ce qui a été produit et autoconsommé pour l'ensemble de l'opération. Donc, j'espère que cette présentation était claire pour vous montrer. Nous, notre objectif, c'était quoi ici? C'était notre objectif en tant que boîte, c'est de faire en sorte que l'autoconsommation collective, ça soit de plus en plus banalisé, que ça soit juste un mode d'autoconsommation, etc., mais que ça soit extrêmement simplifié. Dans ce cadre-là, notre objectif, il est vraiment de vous permettre de déployer des opérations sans avoir à vous soucier de la PMO, en mettant en place des règles de répartition standards, en mettant en place des contrats de vente, comme vous avez vu, qui sont gérés de manière automatique et standardisée, qui peuvent être signés de manière digitale par l'ensemble des parties. Tout ça de manière extrêmement simple. Donc, c'est ça notre objectif. Et clairement, on espère que ce n'est pas 1000 opérations qu'on aura en France, mais plutôt 100 000, voire 1 million, au même titre que l'autoconsommation individuelle s'est développée sur ces chiffres-là. C'est vraiment ça notre vision des choses du marché. Et c'est pour ça qu'on développe des solutions digitales qui vont vers ça, qui vont vers ces approches-là, qui ont une forte scalabilité et une ergonomie d'usage pour les participants qui doit être le plus simple possible et qui vous permet de faire ça. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, à fixer un rendez-vous. On a des petits rendez-vous qu'on peut vous fixer. On peut vous envoyer nos grilles tarifaires. Donc les grilles tarifaires, c'est extrêmement basique, c'est par opération. Donc le déploiement, c'est un déploiement basique sans étude, tout compris. Est-ce que vous voulez l'étude ou pas? Il faut savoir que notre enjeu à nous, c'est pas forcément de faire des études. Enfin voilà, notre vision long terme, c'est pas faire des études d'autoconsommation, on laisse plutôt la place aux installateurs. Mais aujourd'hui, on accompagne les installateurs là-dessus, notamment sur les premières opérations. Donc, n'hésitez pas à nous demander des informations là-dessus. Et vraiment, on espère que, à travers ces outils-là, hein, qui sont très simples à utiliser, ça permet de maximiser le déploiement de ce genre d'opération. Donc, je vais arrêter le partage. Donc là, voilà, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec nous
ou à nous contacter. Je laisse ça. Et on va passer aux questions s'il y en a. Alors, je vais passer sur questions. Quelle est l'alternative à la vente du surplus à EDFO à partir du 1er juillet? Le volume appelé en euros simplifié sera inférieur ou très inférieur au volume actuel en obligation d'achat. Alors, nous, clairement, autoconsommation, autoconsommation, autoconsommation. On peut mettre un responsable d'équilibre en place. Il n'y a pas de problème. Donc, on peut ne pas avoir EDFOA. En revanche, les acheteurs sur le marché aujourd'hui achètent à très faible prix. Donc, l'enjeu de ces acteurs-là, c'est plus de fournir un service d'équilibre, mais de maximiser l'autoconsommation au maximum dans le cadre de l'opération. Ça, c'est vraiment ça l'idée, quoi. Comment gérez-vous les priorités avec plusieurs producteurs? Nous, si on a plusieurs producteurs, donc alors il y a deux choses, il y a deux manières de ça. Donc le premier, c'est si on a plusieurs centrales qui appartiennent au même producteur. Donc là, du coup, les données sont agrégées. S'il y a plusieurs producteurs, chaque producteur, il aura une liste de priorités, prioritaires égalitaires. C'est typiquement des opérations qu'on nous demande peu aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, la plupart des opérations qu'on gère aujourd'hui, ce n'est pas des grosses opérations avec plein de producteurs, 350 personnes. Enfin, ça, ce genre d'opération, ce n'est pas notre marché. Nous, la plupart des opérations qu'on gère, c'est un agricole avec 5 compteurs derrière, une collectivité qui a peut-être 50 compteurs, mais à la limite, il vend son surplus à ses commerces, etc. derrière, mais c'est ça, quoi. En fait, nous, on fait énormément de projets qui sont des projets très classiques, qui auraient pu être des projets d'autoconsommation individuelle qu'on pense en collectif parce qu'on a simplifié les choses. Et donc, c'est ces projets-là qu'on fait. Voilà, c'est beaucoup ça, donc des projets avec multi-producteurs, etc. On a tendance à ne pas y aller. Mais il n'y a pas de verrou. Si on doit définir des priorités, c'est la même chose. C'est par producteur, on aura des numérotations 1, 1, 2, 2, 3, 3, voilà, des choses comme ça. Bonjour, pour généraliser toutes les factures, comment ça se passe? C'est sous-traité avec une banque, c'est géré en interne, parce que ce que je comprends, il peut y avoir plusieurs producteurs et plusieurs consommateurs. Donc, s'il y a 3 producteurs et 3 consommateurs, il peut y avoir 12 factures. Alors, oui, en effet, c'est-à-dire que les producteurs et les consommateurs, déjà, il faut savoir, c'est toujours pareil, est-ce que c'est patrimonial ou pas? Mais oui, en effet, s'il y a 3 producteurs indépendants et 3 consommateurs indépendants, il y aura 12 factures. Donc, ça revient à ce que j'ai mentionné à côté. Nous, aujourd'hui, sur ces opérations-là, notre objectif, c'est de jouer le rôle de mandataire de facturation. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'on va vous générer une facture au nom du producteur vers le consommateur. Donc, on va simplifier la génération. En revanche, ce sera bien une facture du producteur vers le consommateur. Donc, ça, c'est pour la facture. Après, pour le règlement, on aura en fin d'année un système qui vérifie les transactions financières entre les producteurs et les consommateurs. Donc, ce n'est pas prêt aujourd'hui, ce sera prêt qu'en fin d'année, mais qui permettra en fait de vérifier que la transaction financière a bien eu lieu. Alors, PMO, c'est personne morale organisatrice. C'est en gros Enedis, en gros les gestionnaires de réseau, demandent à avoir qu'un seul interlocuteur par opération. Et cet interlocuteur, c'est une personne en général morale. Et elle gère ce que j'ai mentionné sur le slide. Voilà, c'est ça le terme. Peut-on mettre en place un projet d'ACC, un modèle patrimonial dans un premier temps, puis intégrer des tiers dans un second temps, si augmentation de puissance de la centrale? Oui, pas de souci. On peut faire ça, donc on peut faire une opération patrimoniale et derrière on l'augmente. Là, dans ce cas-là, nous, ce qu'on conseillera, c'est de bien gérer la PMO. Parce que le classique, typiquement, c'est une mairie et PMO. Donc, on peut utiliser la mairie en tant que PMO. Par contre, si derrière, elle veut envoyer à ses commerces, elle sera obligée de créer une structure à part. Donc, c'est là où nous, souvent, pour les mairies, on utilise notre PMO à nous. Comme ça, la mairie, elle peut faire du patrimonial au début avec notre PMO. Mais demain, si elle veut vendre l'électricité à un commerce, elles peuvent, il n'y a pas de souci.
Question de Jean-Luc. L'entreprise doit-elle avoir un statut particulier pour vendre sa production? Alors, à partir du moment où vous êtes producteur, vous pouvez vendre la production. Donc ça, c'est un élément de base. Par exemple, il y a certaines SCI, elles ne peuvent pas devenir producteurs parce qu'elles ne peuvent pas faire de la vente d'électricité. Donc ça, il faut vérifier ça. Mais ça, à partir du moment où vous êtes producteur, ça veut dire que vous pouvez vendre à EDF-OA, donc vous pouvez vendre votre production. Après, il y a un autre sujet qui est peut-être en lien avec le fournisseur. Donc je ne sais pas si ça adressait celui-là aussi de sujet ou pas. Mais en tout cas, pour être producteur, il faut des statuts pas spécifiques, mais il y a certains statuts qui ne marchent pas. Mais c'est la même chose pour une centrale classique, quoi. Bonjour, l'ACIS est-elle toujours exonérée dans les schémas d'ACC? Bon, ben ça, je pense que vous avez tous suivi l'actualité. Hein. Il y a un peu du flou là-dessus. Donc les textes, aujourd'hui, initialement, ils mentionnaient l'ACIS, que l'autoconsommation était exonérée d'ACIS, qu'elle soit individuelle ou collective, mais le collectif a été ajouté de manière formelle après. Et là, il y a encore des aléas depuis quelques jours sur le sujet. Donc, clairement, on verra, mais voilà, un peu comme la filière solaire en ce moment, beaucoup d'incertitudes qui ne nous aident pas à planifier des projets. Bon, Jérémy, il parle pareil de l'exonération. Qu'en est-il du démarchage de consommateurs? Alors, démarchage de consommateurs, nous, c'est pas ce qu'on fait. On ne fait pas ça. On aide, nous, souvent, c'est les producteurs qui trouvent leurs consommateurs et qui les mettent, ou les consommateurs qui viennent nous voir. Ce qu'on fait, par contre, c'est qu'on aide à la fixation des tarifs. Ça, c'est souvent quelque chose qu'on fait. C'est-à-dire que quand il y a un consommateur identifié, on va faire une petite simulation qui montre la répartition de la valeur entre le producteur et le consommateur en fonction du prix de vente. Et après, ils décident entre eux. Mais on ne va pas taper chez les gens pour trouver des consommateurs. Ce n'est pas notre activité. Bonjour, avez-vous une moyenne d'autoconsommation pour des foyers avec 200 € par mois de facture? Mon projet produit 36 000 kWh par an pour 10 clients, mais je n'arrive pas à estimer le surplus injecté au réseau. Comment faire ce calcul? Oui, alors ça, vous avez deux manières de le faire. Vous avez une manière un peu brutale, hein, vous faites la somme des profils de charge et vous avez une autoconsommation globale. On a des outils pour ça, si vous voulez. On peut faire une étude et on peut même vous mettre à disposition des outils si vous voulez avancer sur des sujets de ce type-là. Mais c'est les calculs que l'on fait pour estimer l'autoconsommation, ce sont des calculs d'autoconsommation classiques. C'est juste qu'on ajoute des courbes de charge les unes aux autres, quoi. Question de Fabien, quelle distance entre producteur et consommateur? Donc la distance entre deux compteurs, c'est 2 km de base. Et dans certains cas, on peut aller vers des dérogations pour monter à 10 ou 20 km. Donc la distance entre compteurs maximale. Voilà, dites-vous que déjà 2 km, vous l'avez. Ouais. Quelles sont les durées des contrats? Alors, je ne vous l'ai pas mis en effet dans la démo. Quand on va sur l'espace, en fait, il y a un petit bouton où on clique, où on choisit les conditions du contrat, c'est-à-dire en gros prix, durée. Nous, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est 50, une durée assez classique. Voilà. Mais il n'y a pas de... C'est privé, donc vous faites comme vous voulez. Il faut savoir qu'un particulier, ça ne peut pas être plus d'1 an. Alors, il peut avoir une recondition tacite, mais ça ne peut pas être plus d'1 an par rapport au code de la consommation. En revanche, voilà, au niveau des pros, nous, ce qu'on observe, 5 ans, c'est une durée qui revient souvent. Nous, on milite beaucoup pour aller vers des durées le plus long possible. Bonjour Nicolas, pouvez-vous nous décrire les clés de répartition possibles si un système de stockage est présent dans la boucle sur l'un des sites de production ou non? Alors, déjà, si le stockage est sur un site de production, ça va changer l'injection au réseau. Donc voilà, mais ça n'aura pas d'impact sur la clé de répartition. Donc nous, à ce jour, les opérations d'autoconsommation collective avec stockage, on en a eu pas mal. Il y a eu des petits projets, des choses comme ça, mais ça ne s'est jamais concrétisé. Il n'y a pas de verrou technologique à ça. Il n'y a pas de verrou technologique, c'est-à-dire que d'un point de vue compteur, un système de stockage, il peut être considéré, s'il est sur le site de production, en fait, il va être considéré comme un producteur et ou un consommateur. Donc, on fera ça.
Là, en l'occurrence, il y aura plus un sujet de ce qu'on appelle de gestionnaire d'énergie, c'est-à-dire comment vous pilotez votre stockage en fonction de l'autoconsommation des différents sites, mais qui sera quand même un sujet entre guillemets pseudo-indépendant de la règle de répartition. Même si on pourrait faire une optimisation là-dessus, souvent on sépare le gestionnaire d'énergie d'un système de stockage du mode de répartition. Mais ça, avec plaisir, pour faire quelques simulations études, on a pas mal d'outils là-dessus, et donc avec plaisir pour creuser le sujet s'il y a des questions spécifiques. Oui, on va partager le replay et la présentation donc de ce webinaire. Comment la PMO assure-t-elle la remontée des données de comptage aux différents acteurs, fournisseurs et Enedis participants? Alors, comment ça se passe? Nous, au niveau mensuel, Enedis nous envoie les données. On applique les clés des répartitions, etc., qu'on renvoie à Enedis. Et c'est Enedis, ou le gestionnaire de réseau en question, qui va envoyer ces index-là aux différents fournisseurs, à nous, qu'on va transmettre aux participants via la plateforme que vous avez vue, mais également à l'acheteur de surplus ultime. Alors, je regarde en bas s'il n'y a pas une... Non, il n'y a pas plus de questions. Alors, je vais vérifier quand même le chat. Si... Donc, il y a ça. A priori, ça a tout été remonté. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. N'hésitez surtout pas, donc on a mis nos contacts là, n'hésitez pas à nous appeler, à prendre, voilà, à caler des créneaux avec nous. On sera ravis d'analyser en détail vos projets, avec toujours 3 étapes. Hein. Une première étape, on fait une analyse d'opportunité de votre projet. Ça peut conduire ou pas avec des simulations, mais il faut savoir que ces études-là, on a des études qu'on fait à titre commercial, donc n'hésitez surtout pas si vous avez des questions là-dessus. Deuxième phase, le déploiement, c'est ce qu'on vous a mentionné. Et troisième phase, on a vu un petit aperçu de l'outil, mais je pense qu'on fera un webinaire un de ces jours sur ce sujet-là pour aller plus en détail. Merci à vous d'avoir participé à ce webinaire. On espère vous voir bientôt et bonne journée.